Mais qu'est-ce que t'as? J'ai un bout de bidoche coincé entre deux dents et j'arrive pas à l'enlever. Ça, c'est parce que tu te brosses mal les dents. Bah, c'est pas facile non plus avec des dents pareilles. Mais utilise My Variation. T'as quoi? Non, c'est le nom de la marque, c'est pas ma variation. My Variation, c'est la brosse à dents électrique sonique qui va révolutionner votre routine d'hygiène dentaire. Grâce à sa technologie ultra efficace, elle élimine la plaque tout en étant super douce pour les gencives. Son design élégant se décline en 6 couleurs pour toute la famille, adultes et enfants dès 3 ans. Avec une seule charge, c'est un mois complet d'autonomie, 5 modes de brossage et un minuteur intelligent de 2 minutes qui vous guide pour un nettoyage parfait. Et pour aller plus loin, un système d'abonnement sans engagement vous livre des têtes neuves quand vous le souhaitez. En plus, la marque soutient l'association Enfants du désert. Pour chaque brosse vendue, un kit d'hygiène dentaire est offert aux enfants. Rendez-vous sur le site de My Variation et utilisez le code MONSTRE15 pour profiter de 15% de réduction. Et toi, va te laver les dents correctement. Oh ouais, ça va. C'est marrant parce que nous, les enfants des années 90, on a quand même eu pas mal de films de monstres marquants. Il y a eu Lake Placid, Anaconda, Mimic, Peur Bleue. Et puis souvent, ce qu'on se disait quand on était dans la cour de récréation, c'est que c'était dommage que ces films-là aient pas de suite. Et puis un jour, ils en ont eu. Et du coup, après, on s'est dit que c'était vraiment dommage que ces films-là aient des suites. Lake Placid 2 est un téléfilm états-unien réalisé par David Flores et diffusé sur Sci-Fi le 28 avril 2007. David Flores? C'est marrant, David Flores, ça me parle. Ah, mais oui! C'est le mec qui a réalisé Boa, Boa vs Python, Python 2 et Dragon Fighter. On en tient un beau, là. Bon, comme dans tous les films de monstres, il y a 2 mecs sur le lac qui font des trucs, l'un d'eux fout la main dans l'eau et disparaît avec perte, fracas, sang et cris. L'autre a tout vu et prévient tout le monde, mais on le croit pas. On a vu ça 1000 fois, que ce soit dans le premier film, dans Frankenfish, dans Les Dents de la Mer et même dans Killer Crocodile. Et tout ça se déroule dans le comté d'Aroostook, dans le Maine. Donc pas loin du Lake Placid du premier film. Donc le mec à lunettes, Tillman, s'en va prévenir le shérif James Riley et ses adjoints que son pote a été attaqué par quelque chose. T'aurais pas dégusté des galettes biologiques ce matin? Genre avec des graines. Pour un mec qui a élevé Superman, t'es pas très ouvert d'esprit, hein. Mais il a des preuves. C'est à ton collègue, ça? James propose alors de contacter le département des eaux et forêts, mais pas besoin. Emma est déjà là. Alors pour la faire courte, c'est l'ex de James, et ça s'est pas très bien terminé entre eux. Tu veux la vérité? J'ai senti que tu n'avais pas fait le deuil de ton ex-femme. Ça m'embête d'interrompre votre séance de thérapie de couple, mais on n'est ni dans le cabinet d'un psy, ni sur un plateau de télévision. Ça va, il prend la mort de son collègue du bon côté. Tous les trois explorent ensuite le lac pour y trouver les restes du pauvre mec. En chemin, ils passent devant la maison de Sally Bickerman, qui n'est autre que la sœur de Dolores Bickerman, la petite vieille qui nourrissait les crocodiles dans le premier film, et du coup je pense que vous commencez à voir où on va avec ça. Et pas loin de sa baraque, ils trouvent la tête du disparu. Non mais l'autre elle nage avec la tête du mec dans la main. C'est comme si c'était normal en fait. Une journée ordinaire dans le Maine. Ils se rendent alors chez la vieille pour l'interroger, mais elle est aussi sympa que sa sœur. Vous permettez qu'on entre pour vous poser quelques questions? Je vois pas pourquoi je vous laisserais rentrer, tas de guignol. Alors faute d'explication, ils continuent à sonder le lac. Non loin de là, un couple et leur ami font trempette. Oh mon dieu des boobs! Approve! Et pas besoin de trop s'arrêter sur eux, parce qu'ils se font croquer par un crocodile hors champ. Dans un autre coin du lac, Scott, le fils de James, qui s'emmerde sérieusement dans cette région, Franchement, tu me dis s'il y a un endroit plus chiant dans l'univers. fait la connaissance de Kerry, une nana qu'il ziote depuis un moment sans avoir le courage de lui demander de sortir avec lui. Bon, pas de bol, elle est déjà casée avec Tad. Sans déconner. Tu devrais demander à Shear s'il a pas mieux à faire que d'abréger toutes nos petites fêtes. Et lui, tu peux être sûr que c'est un connard et qu'il va manger fort à un moment du film. On retrouve ensuite Madame Bickerman qui se fait interroger par un petit journaliste en quête de sensations fortes. Et il va en avoir. Regardez ces fripons qui font les fous. Ils sont excités comme des puces à cette heure-ci. Si vous vous rappelez du premier film, vous devez savoir ce qui se passe quand on voit des perches qui sautent à la surface. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Bien plus loin, au beau milieu du lac, un crocodile attaque le bateau de Riley dans une déferlante d'effets numériques bien cracra. Notez bien que les débris du bateau s'envolent lentement.
Et manifestement, l'animation en vitesse normale, c'était pas disponible dans la version gratuite de After Effects. Et encore, c'était même pas After Effects. Bref. Ou peut-être que les crocos ont des pouvoirs télékinésiques et qu'ils ralentissent exprès les débris. Ce serait ouf. Enfin, ce serait con. Mais ce serait ouf. Ils échappent aux mâchoires du monstre qui me paraît bien rigide d'ailleurs, et voient arriver un hydravion hyper moche, d'où sortent Strutter, un chasseur, et Ahmad, son homme à tout faire qu'il a sauvé un jour des griffes d'un lion. Ces deux-là ont été prévenus par le petit journaliste qui a fini en canapé qu'il y avait un grand prédateur à abattre dans le coin. Et apparemment, Strutter et Emma se connaissent depuis longtemps. Vous m'en voulez encore pour ces misérables lynx d'il y a 2 ans? Alors histoire de pas voir sa tronche, elle va préparer un piège avec Tillman pour attraper le crocodile. Désolée de te faire ça, ma belle. Vous plaisantez, j'espère. Non mais sans déconner, c'est quoi cet appât, la mort moelle-neu là? Vous savez que ce truc peut dévorer un être humain? Oui, c'est vrai. Descendez, Strutters. Putain, ils sont littéralement à 2 mètres du piège. Comment tu veux attraper quelque chose? Strutter, lui, a vraiment attrapé un appât pour le crocodile. Le seul problème, c'est qu'il plaît pas à Riley ni à Emma. Alors ils essayent de le libérer, sauf qu'il est déjà convoité. Riley chope immédiatement le fusil tranquillisant et tire sur un buisson qui fait du breakdance. Vous tirez au petit bonheur la chance, vous n'arriverez à rien comme ça. C'est moi où le film se rend compte lui-même de ses propres conneries. Bon, finalement, ça a marché. La bestiole est endormie. J'ai appris ça chez les Boy Scouts. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Donc, elle est pas endormie. Elle bouffe l'adjoint du shérif et on voit valser Tillman qui meurt sur le coup. Alors tout le monde pleure les disparus. À mon tour maintenant. Moi d'abord. Le mien est plus gros. Eh ben non, tout le monde s'en branle. À quelques kilomètres de là, Scott, Kerry et Tad, qui ont été rejoints par Rachel et Larry, trouvent un coin pour faire une baignade et bronzer au soleil. Scott, étant pas du genre à aimer la flotte, va se promener et tombe sur ce qui semble être un nid. Et tout d'un coup... Oh! Ça va pas te faire peur comme ça, c'est un lapin adulte. Oh, ça va, y a pas de quoi avoir peur. Oh, ça se voit que t'as jamais vu les Monty Python, toi, hein. Bon, finalement, y a rien dans le nid. Mais Scott prend peur et va prévenir les autres. Tad et Emma le suivent, tandis que Larry et Rachel restent sur la plage. Et ils se font attaquer par un croco qui a préféré ignorer le mec qui était dans l'eau pour aller renifler les pieds de la nana. Sûrement un mal. Le croco attrape Rachel par les jambes et la tire du... fait quoi, là? Franchement, tu penses vraiment pouvoir tirer plus fort qu'un bestiau de 10 mètres et de genre 2-3 tonnes? Bon, bref, la donzelle est croquée et le débile s'enfuit avec ses affaires. Non loin de là, Scott montre à Tad et Emma le nid qu'il a trouvé. Et comme on l'a deviné un petit peu plus tôt, le relou meurt. Le bateau de Riley, de son côté, qui est maintenant transformé en machine à buter du croco, ou de la baleine, je sais pas trop, vogue sur le lac avec les restes du sanglier en guise d'appât. Et histoire d'être paré à toute éventualité, Strutter a emmené ça. C'est un 1000-corps MGL, le dernier né des lance-grenades. Mais quel mec censé emmènerait un lance-grenade dans une partie de chasse? Quand t'as fait exploser l'animal, tu fais comment pour prendre un trophée? Alors le croco se pointe. Attends, il est au nid et ici aussi? Ouais d'accord, ok, il y en a 2. Bref, il se prend un harpon, disparaît, réapparaît, se prend un deuxième harpon, sauf qu'en fait il se le prend pas vraiment, parce que Strutter, qui voulait à tout prix tuer l'animal lui-même, a fait ça. C'était quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce que t'as cherché à faire là? T'as voulu trancher la tête du croco avec ton hélice? Dans les Dents de la Mer 4, ça a pas marché. Et je rappelle que le requin était 4 mètres au-dessus de l'eau. Là, il était à la surface, le croco. Ça risque encore moins de fonctionner. Hein. Donc ce mec est un con absolu. Et les 2 autres sont des inconscients, parce que là où il plonge, il y a le croco quand même. Hein. Donc l'avion détruit le bateau détruit l'avion, et son pilote risque fort de finir dans un sac à main, à moins que son fidèle compagnon ne défonce le reptile à coups de machette. Alors lui, ses cuisses se touchent pas. Pourquoi? Bah... Attends. Hey. Bah, je ne comprends toujours pas. Il vient de tuer un crocodile de 10 mètres avec une machette. Si lui, il a pas des bollocks en béton armé, moi je comprends plus. Le soir venu, l'équipe est satisfaite de sa journée, à l'exception de Ahmad, parce que son patron le traite comme une crotte. Ahmad, est-ce que ça vient ces steaks? Les braises dureront pas toute la nuit. Ahmad, apporte-nous la bouteille de 12 ans d'âge, tu veux? Vous avez une drôle de façon d'exprimer votre gratitude. J'ai été à votre service des années durant, mais je n'ai jamais eu droit à un merci en retour. Donc, c'est le divorce entre eux. Mais malgré tout, il sauvera quand même la vie de son patron lorsqu'un deuxième crocodile se pointe et manque de le dévorer. Il se jette sur la bestiole, sauf que là, ça va pas marcher comme prévu. Ahmad, tiens bon! Tiens bon, tu veux qu'il fasse quoi d'autre?
La situation étant grave, Riley appelle le poste pour demander un nouveau bateau d'urgence. Et c'est là qu'il apprend que son fils Scott est parti en vadrouille avec des amis. J'avais donné ordre d'interdire l'accès au lac, il me semblait pourtant avoir été clair. J'étais pas tout à fait sûre de ce que vous entendiez par là. C'est avec des gens comme ça qu'on perd des guerres. Hein. Vous imaginez à Pearl Harbor, le lendemain de l'attaque? Bah alors, vous étiez en vigie là? Comment ça se fait que vous les avez pas vus les avions japonais? Bah, vous m'aviez dit de regarder le ciel, mais vous m'avez pas dit de regarder où exactement? Moi je regardais là. Ils sont venus là. Ils ont même pas prévenu, ils m'ont même pas passé un coup de fil. Et justement, les gosses tombent tour à tour sur Larry et sur un crocodile. On court. Non, il est trop rapide, il faut qu'on grimpe. Alors par contre, c'est très patient un crocodile, donc ils vont attendre un moment. Oh mon dieu, un lapin! Pendant ce temps, nos 3 chasseurs trempés se rendent chez la vieille pour la cuisiner au sujet des reptiles de malheur. Et en fait, elle en sait des choses. Ils sont 3 au total. Il y a Max, George Junior, et on finit avec la grosse Martha. Comme sa sœur, elle est contre l'idée de les tuer et elle les entretient depuis un moment. Et en plus, elle leur file de la bouffe aux hormones, ce qui explique leur taille. Ils partent ensuite à la recherche des gosses et tombent au petit matin sur les restes de Tad, dans le nid des sacs à main. Pas loin de là, Larry, qui devait monter la garde sur la branche, tombe de l'arbre et atterrit sur le croco qui patientait en bas. Mais pourquoi il est descendu? À la limite, je pense que l'endroit où il est le plus en sécurité, c'est sur le dos du crocodile. Hein. Bon, remarque, c'est pas le premier con qu'on voit dans un film. Profitant du fait que le monstre bouffe leurs potes, les tourtereaux tentent une évasion. Mais le 3e larron se pointe et c'est la tenaille. On se met à courir, à 3. Et s'il nous rattrape? Aucune chance. Il vient pas de dire il y a genre 10 minutes que les crocos étaient bien trop rapides pour les distancer à la course? Bon, par chance, papa est là. Il dépose les gosses à la vieille et part rejoindre les 2 autres qui prennent les œufs qui s'apprêtent à éclore. Mais faut se méfier de la vieille parce qu'elle a l'air gentille comme ça, hein, mais c'est une vraie peau de vache. Quand elle entend Kerry dire que les crocos sont des horreurs, elle leur tend le même piège qu'aux journalistes. Sauf que ça se passe pas pareil. Les gamins se réfugient alors dans la maison parce que le croco... C'est le crocodile qui tape à la porte là? Donc là t'es en train de me dire qu'un crocodile de 10 mètres qui doit peser dans les 2, 3, peut-être même 4 tonnes, quand il tape à la porte, ça fait comme si un VRP insistait pour rentrer chez toi? Je commence à fatiguer là. Hein. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il découvre que les crocodiles sont en fait 4. Mais arrêtez avec ce lapin, ça fout les jetons. Bon, on va abréger parce que ça tire en longueur. Emma met les œufs dans une sacoche hermétique, mais comme les petits piailles, leur mère rapplique. Elle attaque Emma qui se planque dans un tronc et l'embroche avec la machette de feu Ahmad. Pensant être sauvé, tout le monde se détend. Et c'est là que le dernier croco surgit et arrache la tête de Strutter. Je me demande toujours comment un engin pareil peut trancher une tête aussi nette. Mais Riley a toujours le lance-grenade. Donc... Ah oui, de mieux en mieux. Oui, la peau des crocodiles est par grenade maintenant. Eh ben, ça fonctionne, alléluia. Alors, j'aurais pu vous dire qu'entre les 2 tirs de grenade, le croco a essayé de bouffer Emma et que Riley a essayé de faire exploser l'appât explosif qu'il avait préparé dans le nid, mais j'ai rien dit, parce que ça a vraiment servi à rien. Donc, tout le monde est content, il n'y a plus de croco, et c'est la fin. Un peu interminable. Pourtant, il dure 1h25. Hein. C'est une très mauvaise suite. Je trouve pas que ce soit un nanar où on s'amuse. Donc clairement, ça en fait un navet. C'est un mauvais film qui se prend au sérieux et ça le rend vraiment pas sympathique. L'histoire est molle et sans grand intérêt, les personnages sont caricaturaux, mal écrits et pour la plupart mal joués. Par moments, le fil du scénario est interrompu par des scénettes sans grand intérêt qui servent juste à faire mourir des gens, sauf que c'est hors champ, donc on s'en fout royalement. L'acte final tourne en rond, James va là, puis il revient, puis il y a un coup de lance-grenade, et puis après il y a un piège, et puis après il y a un relance-grenade derrière. On tourne en rond pour pas grand-chose. Par contre, il y a 2 ou 3 effets de mise en scène qui sont sympas, notamment les plans en grue sur le lac, ou alors le travelling qui suit le croco qui marche entre les tentes. Ça, c'est pas désagréable à regarder. Mais le reste du film est fade comme pas possible. Ça coule de source, mais Lake Placid 2 n'a pas eu le même budget que son aîné. En même temps, c'est un peu normal, c'est Sci-Fi qui paye, et puis vu ce que ça peut potentiellement rapporter, ça sert à rien de mettre 10 millions là-dedans. C'est un mystère bien gardé, mais tout porte à croire qu'il a pas dépassé les 2 à 3 millions de dollars de budget, soit à peu près 10 fois moins que le premier film. Et d'après une interview donnée par un superviseur des effets spéciaux dans Movie Web en 2007, le budget alloué aux effets numériques était de 300 000 $. Et ça crève les yeux. Oubliez le monstre animatronique signé Stan Winston du premier Lake Placid, ici c'est une boîte d'effets roumaine, Frame FX, qui a tout fait en quelques semaines. Et voilà le résultat.
Il n'y a pas d'ombre correcte, pas de reflet réaliste, le croco flotte dans l'image comme une image Panini mal découpée, et quand il interagit avec quelqu'un, on voit un genre de halo sombre autour de lui. Cela dit, ils n'ont pas tout fait en image de synthèse. Ils ont aussi fabriqué le haut du croco qui flotte, et même une tête de croco, qui fait bien plastique quand l'acteur nous l'accorde autour. Histoire de réduire encore plus les coûts de production, le film a été intégralement tourné en Roumanie, autour du lac Snagov. À l'époque, tourner là-bas, ça coûtait environ moitié moins cher qu'au Canada ou aux États-Unis. Du coup, c'était l'Eldorado. Et pour couronner le tout, le tournage a été plié en 3 semaines chrono. Et apparemment, il y a pas mal de scènes de cascade qui ont été improvisées au dernier moment. Bon, la spontanéité, ça a du bon. Mais là, non. Eh? Quoi? Pourquoi t'as pas parlé de la musique dans la vidéo sur Tremors 4? Parce que j'ai oublié, déjà. Et aussi parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Hein. Le thème principal du film est plutôt sympa, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Ça reste de la bande originale de téléfilm. Et Lake Placid 2, c'est pareil. C'est de la bande originale de téléfilm. Côté casting, par contre, alors c'est pas Hollywood Boulevard, mais ça se défend. En tête d'affiche, on a John Schneider, connu pour avoir été Bo Duke dans la série Sheriff Fais-moi peur, et aussi Jonathan Kent dans Smallville, et aussi pour avoir sorti plusieurs albums de country, dont certains qui sont devenus très populaires aux États-Unis. Et on va le revoir dans quelques films de la trempe de Lake Placid 2, voire même pire. Sarah Lafleur a principalement vécu de rôles dans des séries policières, et en général elle passait le temps d'un épisode. Sam McMurray, c'est un des rois du second rôle. On l'a vu dans Chud, Le sapin à les boules, Les valeurs de la famille Adams, et dans la série Breaking Bad. Il y a aussi Cloris Leachman, la vétérane du casting. Elle était Ida, la grand-mère de Malcolm, et a beaucoup tourné pour Mel Brooks, notamment... Non! C'est Frau Blücher? Putain, je l'ai même pas reconnue! Bref, elle a une carrière longue comme le bras et un Oscar au passage, et comme beaucoup, on se demande comment elle s'est paumée dans un film comme Lake Placid 2. Côté jeune, il n'y a pas grand chose à dire, la plupart ont eu des floppés de petits rôles dans des séries ou des téléfilms. Donc, pour résumer, Lake Placid, ça s'est arrêté au premier film en fait. Le 2 n'apporte rien, aucune satisfaction, aucun intérêt, que dalle. Et les suites, on verra ça en temps voulu. En tout cas, on peut dire qu'avec ce film, on a commencé. Commencer quoi? La lente et inexorable descente vers les tréfonds du cinéma bis. Là où des centaines de nanars et de navets nous attendent tapis dans l'ombre. La semaine prochaine, on va changer un petit peu le programme. Parce que si vous avez suivi l'actualité, vous avez appris que Michael Madsen est mort. Du coup, on va lui rendre hommage à notre manière. C'est un petit peu dommage de le faire avec un film de merde, mais bon. C'est dommage qu'il soit parti. À la semaine prochaine.